D'abord, bonsoir tout le monde. Merci d'être nombreux. Merci à l'Association humaniste du Québec de me recevoir pour parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis des années. L'évolution et le dessin intelligent. Alors, une controverse qui dure depuis des décennies et même plus d'un siècle. Alors, je vais essayer de partager mon écran, M. Girard. Vous me direz si ça fonctionne. Alors, trois petits éléments à titre d'entrée en matière. C'est un débat qui est très ancien. Aux États-Unis, c'est toujours cristallisé autour de l'enseignement de l'évolution dans les classes de sciences des écoles publiques et ça n'a pas changé. Vous allez voir, on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup là, dans la prochaine heure. C'est une bataille juridique constante et on aura l'occasion de faire un petit historique là, de cette bataille juridique. Et la dernière version de l'anti-évolutionnisme est liée à la notion de dessin intelligent, dont on parlera évidemment beaucoup durant cette conférence. Alors, voici le plan que je vous propose. Il est très simple, le plan général. D'abord, un peu d'histoire, société et politique aux États-Unis. On va prendre le cas des États-Unis pour différentes raisons. D'abord, ils sont très importants. C'est un des endroits où le débat s'est cristallisé de la manière la plus aiguë. Et en plus, c'est nos voisins du Sud qui nous influencent toujours beaucoup. On posera quelques questions de fond sur l'évolution. Donc, on fera un peu d'épistémologie. Je rappelle, pour ceux là, qui n'ont pas ce terme-là à l'esprit, que l'épistémologie, c'est l'analyse technique et conceptuelle de la connaissance en général et de la science en particulier. Et ensuite, on élargira le débat pour faire un peu de philosophie plus globale. Alors, je commence tout de suite avec la première partie, société et politique aux États-Unis. Les anti-évolutionnistes ont commencé très, très tôt à lutter contre la théorie de l'évolution et leur première stratégie, c'était d'empêcher l'enseignement de l'évolution dans les écoles publiques. Ça a duré 44 ans, de 1924 à 1968. Vous allez voir pourquoi ça cessé en 68. Et dès 1924, il y a certains États américains qui condamnaient officiellement l'enseignement de l'évolution, donc la Floride, l'Oklahoma, etc. D'autres qui voulaient l'empêcher carrément, le Tennessee, l'Arkansas, le Mississippi. Ce que ces États ont de commun, vous l'avez tout de suite compris, c'est ce qu'on appelle la fameuse Bible Belt, la ceinture biblique du sud profond des États-Unis, là où il y a énormément d'évangélistes, et là où les républicains en général récoltent le plus de votes. Et en 1925, il y a eu au Tennessee le fameux procès du singe, ce qu'on appelle le procès du singe. Probablement que plusieurs d'entre vous connaissent déjà cet épisode. C'est que l'Association civile des libertés américaines, pour tester la constitutionnalité de ces lois, avait demandé à un professeur d'une école secondaire d'enseigner volontairement la théorie de l'évolution, de façon à ce qu'il soit poursuivi et que ça puisse aller en procès pour qu'on puisse vérifier si ces lois étaient constitutionnelles. Et c'est ce qu'on a appelé le procès du singe, qui a eu un retentissement médiatique énorme à l'époque. La conséquence de ces lois, de ces procès, c'est que pendant plus de 40 ans, de nombreux éditeurs de manuels scolaires de biologie ont évité de faire référence à l'évolutionnisme de type darwinien. Bon, d'une part, ils avaient peur d'être soumis à des poursuites légales. D'autre part, ça risquait de faire baisser les ventes dans beaucoup d'États américains où l'évolutionnisme était combattu avec acharnement. Au début des années 60, il y a eu la fondation de la Creation Research Society, du Creation Science Research Center, San Diego, en Californie, en 1970, et de l'Institut pour la création, la recherche créationniste à Dallas en 1972, etc., etc. Tous ces organismes avaient pour fonction de défendre ce qu'ils appelaient la science créationniste, qui est un oxymore. Une science créationniste, c'est une contradiction dans les termes. On aura l'occasion d'en parler. Ça a duré 44 ans parce qu'en 68, il y a un jugement de la Cour suprême des États-Unis, j'ai passé toute une série de détails là, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, qui a déclaré anticonstitutionnel toutes les lois qui bannissaient l'enseignement de l'évolution. Et la raison qu'on donnait, c'est que c'était une violation du premier amendement de la Constitution qui impose la séparation des églises et de l'État. C'est comme ça que les États-Unis ont été fondés pour assurer la paix religieuse. On a convenu que l'État serait neutre, il ne favoriserait aucune religion, aucune église, aucune des très, très nombreuses confessions protestantes aux États-Unis. Ça voulait dire qu'on ne pouvait plus interdire l'enseignement de l'évolution aux États-Unis. Ça a évidemment forcé les anti-évolutionnistes à modifier leur stratégie initiale. Ils ont donc adopté une deuxième stratégie, demander un temps d'enseignement égal
pour une supposée théorie créationniste, la fameuse science créationniste dont on parlait à l'instant. Et pendant 8 ans, il y a plusieurs États qui ont promulgué des lois qui obligeaient cet enseignement simultané. Encore une fois, évidemment, surtout dans la Bible Belt. Alors, en 73, le Creationism Law du Tennessee et en 81, le Creationism Act de la Louisiane et de l'Arkansas. Et évidemment, vous devinez que c'était encore une fois en procès. Alors là aussi, je passe une série d'étapes pour les cours inférieures. Ça aboutit à la Cour suprême en 87. Il y a un deuxième jugement qui s'appuyait sur un jugement antérieur de Little Rock en 82 et qui a déclaré également anticonstitutionnel ces nouvelles lois. Et pour les mêmes raisons, encore une violation du premier amendement. Je signale qu'en 48 déjà, la Cour suprême des États-Unis avait banni l'enseignement de la religion dans les écoles publiques en vertu du premier amendement. Pas dans les écoles privées, évidemment, mais dans les écoles publiques. Ça voulait dire qu'on ne pouvait plus imposer l'enseignement du créationnisme aux États-Unis. Cette idée d'une théorie créationniste et d'une science créationniste était donc déclarée ultra-vires. Les créationnistes ont donc élaboré une troisième et dernière stratégie, qui est celle du dessin intelligent, dont on va parler beaucoup plus en profondeur ce soir. Et un des principaux think tanks qui fait la promotion de ce dessin intelligent, c'est le Discovery Institute à Seattle, qui est le principal centre de promotion, en fait, pour l'ensemble des États-Unis. Le néo-créationnisme du dessin intelligent, vous verrez pourquoi je l'appelle le néo-créationnisme tout à l'heure, et sa nouvelle stratégie politique et juridique, ça consistait en quoi? Mais c'est plus dangereux que les deux précédents. Il ne s'agit pas d'interdire, on ne peut plus. Il s'agit de mettre en question la théorie de l'évolution sur la base de ses limites intrinsèques. Elle en a, comme toutes les théories scientifiques. Et ça a commencé en 87, donc après le jugement de la Cour suprême, le deuxième jugement. Ça dure toujours. Et l'objectif, c'est de réduire la notion d'évolution à une position philosophique, voire même à une simple croyance. On va dire, par exemple, l'évolution est une théorie. Théorie est entendue ici non pas au sens scientifique, mais au sens populaire, c'est-à-dire quelque chose qui est plus ou moins valable, plus ou moins appuyé, et ce n'est pas un fait. Et en contrepartie, on va tenter de faire de la croyance au dessin intelligent une théorie au sens scientifique. Donc, vous voyez, on renverse complètement les termes du débat. Le résultat qu'on espère, c'est de créer ce qu'on appelle le sophisme du faux dilemme, en plaçant l'évolution et la notion de dessin intelligent sur un pied d'égalité. Soit, on va dire, ces deux croyances, donc, si ces deux croyances, on peut adopter l'une ou l'autre, soit deux théories, et encore une fois, dans ce cas-là, on pourrait adopter l'une ou l'autre pour expliquer l'apparition de la vie, l'origine de l'homme, etc. Je vous rappelle qu'un sophisme, c'est un faux raisonnement qui peut être volontaire ou non. Et ce qu'on appelle le sophisme du faux dilemme, c'est d'énoncer une alternative comme s'il n'y avait pas de position intermédiaire. Exemple, quelqu'un qui dirait, écoute, tu n'as pas le choix, soit tu es fédéraliste, soit tu es nationaliste au Québec ou souverainiste, tu n'as pas le choix, c'est l'un ou l'autre. Donc, en fait, on voit très bien que la CAQ, qui gouverne depuis plus de 2 ans, c'est un nationalisme très modéré, qui est un peu fédéraliste, puis un peu nationaliste. Donc, le faux dilemme, ça consiste à créer une fausse opposition et à sommer les gens de choisir. C'est ce qu'essaie de faire la stratégie numéro 3 du dessin intelligent. L'objectif qui rejoint la stratégie 2, bien sûr, c'est de réclamer ensuite que l'on mentionne la théorie du dessin intelligent dans les cours de sciences. Et ça, c'est une politique tout à fait volontaire, qui est du controversy. C'est une campagne qui a été orchestrée sciemment par le Discovery Institute. Et son but, c'est évidemment de promouvoir le dessin intelligent dans les classes de sciences des écoles publiques américaines et de tenter de discréditer la théorie évolutionniste. C'est très, très habile la façon dont ils ont pris depuis maintenant 34 ans pour atteindre cet objectif. Ils noyautent les school boards. J'ai traduit ça par les conseils scolaires des comtés. Là, c'est pas facile à traduire. Vous savez que les États américains sont divisés en comtés. Alors, chaque comté a son school board. Et les bureaux d'éducation de l'État, les state boards, donc les 50 state boards américains, pour faire pencher la balance en faveur du dessin intelligent. Et l'argument qu'ils invoquent, c'est très habile aussi, c'est le pluralisme et la liberté de conscience, le droit de défendre une position alternative. Alors, je vais vous donner 4 exemples rapides de cette troisième stratégie. À Dover, dans le comté de York, en Pennsylvanie, les créationnistes ont remporté une victoire au conseil scolaire et
Il y a eu cependant un jugement à leur encontre à la Cour de l'État de Pennsylvanie, et toujours pour la même raison, une violation du premier amendement. Je vous donne quelques extraits du jugement parce qu'ils sont vraiment intéressants, parce que à chaque fois que ça va devant la Cour suprême, évidemment, les créationnistes ou les partisans du dessin intelligent présentent leurs experts, entre guillemets, et les évolutionnistes présentent des scientifiques très, très solides. Des gens comme Stephen Jay Gould, par exemple, un paléontologiste très, très célèbre aux États-Unis, a souvent eu à témoigner dans le cadre de ces procès-là. Ce qui fait que les juges, lorsqu'ils ont écouté attentivement et qu'ils font la part des choses, sont capables de donner des arguments très solides pour appuyer leur jugement. Et c'est le cas, c'est ce qui s'est passé à Dover. C'est très intéressant d'analyser ce jugement. Je vais en ai sorti quelques extraits que j'ai traduits personnellement. Les éléments présentés lors du procès, c'est le juge qui parle dans son jugement, montrent que le dessin intelligent n'est rien d'autre que le rejeton du créationnisme, un simple réétiquetage du créationnisme et non une théorie scientifique. Les motifs séculiers allégués par le conseil scolaire constituent un prétexte pour cacher son motif véritable, qui était de promouvoir la religion dans les classes de l'école publique en violation de l'Establishment Clause. Ça, c'est une clause du premier amendement, dans laquelle les cours de justice se réfèrent toujours. Et en conclusion, il disait, tel qu'énoncé, notre conclusion actuelle est que l'enseignement du dessin intelligent comme alternative à l'évolution dans les classes de sciences de l'école publique est anticonstitutionnel. Donc, il arrive à la même conclusion qu'en 87 ou en 68. Le conseil scolaire, statut à le juge, avait donc adopté, je cite, une politique imprudente et en dernier recours anticonstitutionnelle. Les conséquences de ça ont été très nombreuses. Les 8 membres du conseil scolaire qui étaient des créationnistes ont tous été défaits lors de l'élection subséquente. Le nouveau conseil a décidé de ne pas en appeler du jugement. Il a aussi décidé d'accorder aux plaignants, donc les parents qui étaient lésés par cet enseignement du dessin intelligent et cette critique à fond de train de l'évolutionnisme et à leurs avocats, $1 million en remboursement des frais légaux et en dédommagement pour un procès qui n'aurait jamais dû avoir lieu, a dit le juge. Et la dernière conséquence est particulièrement dramatique. Après le jugement, le juge Jones, qui est pourtant un républicain croyant, a reçu des montagnes de courriers. Certains de ces courriers incluaient des menaces contre lui et sa famille, menaces suffisamment sérieuses pour que lui ait accordé une protection fédérale jour et nuit. Deuxième exemple de cette troisième stratégie, à Topeka, la capitale du Kansas, il y a une victoire des créationnistes au Bureau de l'éducation de l'État suite à une campagne intensive du Discovery Institute. Et ils ont édicté de nouveaux standards pour qu'on enseigne le dessin intelligent concurremment à l'évolution, une décision qui a été renversée en février 2006 suite à de nouvelles élections. Et ça a donné lieu à quelque chose de très drôle. Évidemment, les anti-évolutionnistes, eux, ne la trouvent pas drôle. Mais si on a un peu le sens de l'humour, c'est très amusant. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette nouvelle religion, entre guillemets. Alors, c'est le pastafarianisme. C'est des gens aux États-Unis qui ont décidé de créer une église parodique de dessin intelligent. Ils se sont appuyés sur un argument de Bertrand Russell. Vous savez, le grand philosophe Bertrand Russell, après ses conférences, recevait souvent des gens qui venaient lui poser toutes sortes de questions et qui, parfois, avaient des opinions un peu étranges sur le cycle polaire, sur la terre creuse, des choses comme ça. Et quand il voyait qu'il était incapable de les convaincre, il changeait de stratégie, il raconte ça dans un de ses ouvrages. Il dit, je leur disais, écoutez, moi aussi, j'ai une croyance intéressante. Je pense qu'il y a une théière géante qui gravite entre Mars et Jupiter. Elle est gigantesque, mais pas assez grosse pour que les télescopes la voient. Évidemment, les gens trouvaient que ça n'avait aucun bon sens. Les gens à qui il parlait, eux-mêmes défendant des opinions très, très étranges. Et ils disaient, mais monsieur Russell, vous ne croyez pas ça pour vrai? Et bien sûr que je crois ça. Il dit, c'est impossible. Et il leur répondait, démontrez-moi que j'ai tort. Et c'est évidemment impossible. On ne peut pas démontrer l'inexistence d'un fait. On peut montrer l'existence d'un fait. On ne peut pas démontrer l'inexistence d'un fait. Alors, s'appuyant sur cette théorie de la théière géante qui gravite entre Mars et Jupiter, il y a des petits parodistes aux États-Unis qui voulaient s'amuser. Ils ont créé l'église du Flying Spaghetti Monster, qui a maintenant sa Bible, ses textes sacrés, son catéchisme, ses lois, etc., etc. Vous allez trouver ça sur Internet. Et l'objectif, c'était de se moquer de ces croyances qu'on ne peut pas démontrer et qu'on continue quand même
à défendre contre vents et marées, malgré les jugements de cour, malgré l'évidence, etc. L'exemple 3 de cette troisième stratégie, dans le comté de Cobbs en Géorgie, on a appliqué un avertissement sur les manuels de biologie qui disait « L'évolution est une théorie sur l'origine des êtres vivants et non un fait. » Théorie étant prise ici au sens d'une série d'idées peu appuyées, au sens populaire. Il a fallu encore un jugement de la Cour pour interdire cette pratique qui violait la Constitution de la Géorgie et des États-Unis. Le jugement a été porté en appel, mais il a été réglé hors cour, encore une fois en faveur des plaignants, qui trouvaient que c'était inadmissible. Je signale qu'en 2005, le président Bush s'est dit en accord avec l'enseignement du dessin intelligent dans les écoles des États-Unis. Dernier exemple de cette troisième stratégie, en 2009, le comité éducatif de l'État du Texas a voté par 13 voix contre 2 pour que les manuels enseignent le dessin intelligent concurremment à l'évolution, tout en mettant en question la validité du registre fossile. C'est intéressant de citer le président du comité, qui est un dentiste aussi, M. Don McLeroy. Je crois que ces nouveaux standards sont merveilleux. Le dogmatisme, excusez, j'ai oublié un mot, évolutif a sapé les fondements de l'âme américaine. Je signale qu'avant de devenir président, M. Bush avait été gouverneur du Texas, qui est un État particulièrement conservateur, et Ted Cruz, un croyant très fervent, c'est un euphémiste. Le candidat défait à la présidence en 2016 s'était présenté contre Trump, si vous vous rappelez bien, et sénateur du Texas depuis 8 ans. Donc, c'est un État extrêmement conservateur, donc c'est pas très surprenant. Devant les échecs répétés des anti-évolutionnistes en cours, le Discovery Institute avait préconisé l'abandon de la stratégie « Enseignons la controverse » liée à la science créationniste. Il avait proposé de la remplacer par une analyse critique de l'évolution. C'est ce qu'ils ont fait depuis. Et ils ont toujours appliqué cette troisième stratégie, mais à ma connaissance, ils n'en ont pas développé une quatrième. Donc, c'est pour ça qu'on est encore dans la troisième stratégie. Donc, si on fait la synthèse de cette section socio-juridique et historique, on constate que les deux premières stratégies des créationnistes, empêcher l'enseignement de l'évolution ou demander un temps d'enseignement égal pour une théorie créationniste de 68 à 87, ont été rejetées par la Cour suprême dans les deux cas pour violation du premier amendement. La troisième stratégie des anti-évolutionnistes, demander l'enseignement de la théorie du dessin intelligent dans les cours de sciences, a également été rejetée par la Cour de l'État de Pennsylvanie et la position d'autocollant par celle du comté de Cobbs en Géorgie. Selon les divers cours de justice, c'est simplement une nouvelle forme de créationnisme, une néo-créationnisme. Il est donc probable que si la Cour suprême avait à se prononcer sur la question du dessin intelligent, elle se prononcerait aussi contre cette troisième stratégie, comme elle l'a déjà fait 2 fois, en 68 et en 87, et pour les mêmes motifs. Alors, ça pose une question qui est fondamentale, et ça va nous amener à notre deuxième section. Toutes les cours de justice aux États-Unis sont prononcées jusqu'à présent en faveur de l'évolution et ont débouté les anti-évolutionnistes. Pourquoi? Alors, on va faire un petit peu d'épistémologie. Est-ce que l'évolution est vraiment une simple théorie au sens populaire, voire une croyance comme le dessin intelligent? Pas du tout. L'évolution, c'est un fait observable sur une base quotidienne, mais avec certaines limites que je vais essayer de préciser. Selon Darwin, on peut constater tous les jours les effets de l'évolution amenés par l'homme. C'est ce qu'il a appelé la sélection artificielle, sur laquelle il a fait beaucoup d'études et à laquelle il a accordé énormément d'importance. Comme un exemple classique de ça, c'est toutes les races de chiens actuelles qui viennent du loup, donc à la fin du néolithique. Certains auteurs parlent même de il y a 15 000 ou 20 000 ou moins, voire même 30 000 ans. L'homme a domestiqué progressivement le loup pour en faire un chien. Pardon. Et ça a donné toutes les races de chiens actuels, depuis les plus petites, comme le teckel, jusqu'aux plus grandes, comme le lévrier, ça, je pense que c'est un barzoi, en passant par les différents types de dogs, les pékinois, les dalmatiens, etc. Donc, il y a une variété énorme dans les chiens, mais ils viennent tous du loup, ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une très grande plasticité du vivant, très grande variabilité du vivant. Et c'est l'homme qui les a créés à partir de ce type originel. Si ça vous intéresse, ça dit en passant,
selon un organisme qui s'appelle quelque chose comme l'Organisation canine internationale, il y aurait actuellement 344 races de chiens officielles dans le monde, qui viennent toutes du loup. Un deuxième exemple, c'est les plantes. Vous savez que nos plantes ornementales, les plantes à fleurs qu'on plante dans nos parterres, tous les fruits, tous les légumes qu'on utilise, ont tous été domestiqués par l'homme, comme tous les animaux domestiques. J'ai donné l'exemple du chien, on aurait pu donner plein d'autres exemples, la vache, le cochon, le mouton, etc. Et donnons ici l'exemple de la moutarde sauvage, de ses feuilles et de ses fleurs, qui ont donné les 6 sortes de choux qu'on connaît actuellement. Donc, le chou classique, qui est venu des boutons terminaux de la moutarde sauvage, le chou-fleur, qui est venu des agrégats de fleurs, le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou frisé, le chou de kale, et le kohlrabi, on appelle le chou rare, qui venait de la racine. Alors, les 6 sont venus de la moutarde sauvage. On peut retracer cette ascendance assez facilement. C'est la même chose pour toutes les plantes, les fleurs, les légumes, les fruits domestiques. Ce sont toutes des créations humaines. Et parfois, elles sont tellement éloignées de l'original que les croisements ne sont plus possibles. Donc, l'évolution, c'est un fait qui est constatable. Je rappelle aussi que pour Darwin, l'évolution, qu'il a appelé la sélection naturelle, le mécanisme principal de l'évolution, il l'a modelé sur la sélection artificielle. Ce qui a fait dire à certains chercheurs que c'était une métaphore. Il faut faire attention. Le mot sélection est une métaphore parce que la nature ne choisit pas, évidemment, elle n'a pas d'intention. Mais la réalité que recouvre la sélection naturelle, indépendamment du mot sélection, qui est une métaphore, c'est un modèle qui est très fructueux. Alors, faut faire attention à certaines critiques qu'on adresse à la notion de sélection naturelle. Et le président, M. Girard, en parlait avant la conférence. Un exemple très actuel d'évolution naturelle, c'est les variants actuels de la COVID-19. On est rendu à 4 variants dangereux. Là. Alors, la communauté scientifique, les compagnies pharmaceutiques et les gouvernements ont dépensé des milliards pour développer et administrer des vaccins afin de combattre un virus qui s'est rapidement adapté à son hôte. Malheureusement, l'hôte, c'est nous. Et nous sommes sa nouvelle niche écologique. Et son génome continue de muter constamment. Muter, ça veut dire subir de rapides sauts évolutifs. Je signale que les variants sont des variétés du SRAS-2-CoV, le virus de la COVID-19. Ce ne sont pas des nouvelles espèces. Alors, si c'est un fait qu'on peut constater avec la sélection artificielle amenée par l'homme, avec l'exemple de la COVID-19 et avec plein d'autres exemples, pourquoi y a-t-il une controverse sur cette question? Et quelle est la prise sur laquelle s'appuient les créationnistes et les partisans du dessin intelligent? On va essayer de préciser ça. C'est que tous ces exemples constituent ce qu'on appelle la microévolution, c'est-à-dire l'évolution intraspécifique. C'est l'évolution qui se produit à l'intérieur d'une espèce et qui produit les races, les variétés, les sites. Par exemple, les 6 sortes de choux, les 340 races de chiens, etc., etc. Mais au niveau macroévolutif, c'est-à-dire le niveau qu'on appelle l'apparition des espèces, qu'on appelle la spéciation en termes techniques en biologie, ou l'apparition des grands groupes, par exemple l'apparition des mammifères, l'apparition des poissons, l'apparition des oiseaux, etc., l'évolution n'est pas directement observable. Ça veut dire que pour constater les effets de cette macroévolution, il faut passer de la génétique ou de la biologie moléculaire, qui sont l'objet de la microévolution et qui sont facilement constatables, à une autre discipline qui s'appelle la paléontologie, qui est l'étude, comme vous le savez, des fossiles disparus. Alors, le statut scientifique de la notion d'évolution est plus complexe qu'il a l'air. L'évolution est un fait indéniable, mais au niveau microévolutif seulement. Au niveau macroévolutif, c'est une extrapolation, c'est-à-dire un changement d'échelle. Alors là, ça déplace la question. Est-ce que cette macroévolution, cette extrapolation est justifiée? Et en plus, il faut distinguer l'évolution comme fait et l'évolution comme théorie, ce qui vient encore compliquer les choses. Alors, si on se résume, la théorie de l'évolution, pas au sens populaire, au sens scientifique, est une tentative pour expliquer le fait microévolutif et l'extrapolation macroévolutive par des causes naturelles, les mutations génétiques, la lutte pour la vie, le mécanisme de la sélection naturelle, la sélection artificielle par l'homme, la dérive génétique, etc., etc. Alors, est-ce que l'extrapolation macroévolutive est justifiée?
sur le plan scientifique et sur le plan philosophique. Alors, en science, la réponse va être rapide. L'extrapolation n'est jamais un problème, car la généralisation, qui ne doit cependant pas dépasser ou nier les données observables, est une procédure tout à fait standard. Aristote a défini ça il y a 2300 ans, ça s'appelle l'induction. Donc, sur le plan macroévolutif, l'évolution de la vie sur Terre est une reconstruction raisonnable et parfaitement légitime, effectuée par les évolutionnistes. Pour la philosophie, par contre, c'est un peu plus compliqué. Vous savez que les philosophes aiment ça, compliquer les choses. Alors, moi, en tant que philosophe, c'est un de mes grands plaisirs. Hume a montré qu'elle ne peut jamais aboutir à une connaissance certaine, parce qu'il y a toujours des contre-exemples possibles. L'exemple célèbre de Hume, c'est le suivant. Je sais que le soleil va se lever demain, mais il pourrait parfaitement ne pas se lever. Il pourrait arriver un cataclysme solaire, un cataclysme mondial qui ferait que le soleil ne se lèverait pas. Il n'y a pas de nécessité logique qui fait que le soleil va se lever. Et le lien de causalité qu'on établit, c'est nous qui l'établissons. Il n'existe pas dans la nature. Popper a repris ça. Il a donné un exemple qui est beaucoup plus simple. Il a dit, écoutez, quand vous avez une induction, vous aboutissez jamais à une certitude. Vous aboutissez à une confirmation plus ou moins solide. Exemple, j'ai vu 10 signes blancs dans ma vie à la télévision. J'en ai vu dans un zoo. Et je pense que tous les signes sont blancs jusqu'à temps qu'un jour, je tombe sur un signe noir. Ce qui fait que mon induction, qui, à partir de mes 15 cas observés, concluait que tous les signes sont blancs, était fausse. Alors, il a dit, en termes techniques, il faut plutôt adopter une approche en science qui est déductive et qui est falsificationniste. En termes techniques, il appelle ça l'asymétrie entre la confirmation et l'information. Et il a fondé une doctrine qui s'appelle le rationalisme critique, qui a été très, très célèbre pendant 50 ans, qui est encore souvent utilisée, on y réfère encore souvent, et qui dit ceci. Si en science, j'ai une induction, j'ai jamais une certitude. Ça peut toujours qu'il y ait un fait qui vienne contredire l'induction. Mais si j'ai une information, là, j'ai une certitude. Par exemple, si je rencontre un signe noir, je suis certain que tous les signes ne sont pas blancs. Donc, il y a une asymétrie entre la confirmation et l'information, c'est-à-dire que l'information est toujours plus solide, plus certaine que la confirmation. En passant, à Bertrand Russell, encore une fois, qui avait beaucoup, beaucoup d'humour, il donnait un exemple extraordinaire du fait que l'induction n'est pas très, très solide, et que c'est un type de connaissance qui est justifié. Mais ça n'aboutit jamais à une certitude. Il dit, supposons que vous appartenez à une communauté de loi et vous trouvez que le fermier est donc gentil parce qu'il vient vous nourrir à tous les jours, puis ensuite il vous engraisse, puis il prend soin de vous, et vous en concluez que le fermier est votre ami, jusqu'au jour où il vient vous chercher puis il vous tord le cou parce qu'il veut que vous deveniez le prochain repas pour l'action de grâce. Votre induction était tellement fausse qu'elle vous a coûté la vie. Alors, l'exemple est très amusant, mais ça montre que l'induction n'est jamais une certitude complète. Cela dit, c'est pas grave, au sens où c'est comme ça que la science avance. Alors, Popper, lui, est allé plus loin. Il a dit que la théorie de l'évolution n'est pas falsifiable au sens habituel. On a beaucoup, beaucoup parlé de cette thèse de Popper qui disait le darwinisme, c'est donc un programme métaphysique de recherche. C'est son expression. Je pense qu'il faisait référence surtout à la macroévolution, pas à la microévolution. Parce que s'il avait fait référence à la microévolution, je pense qu'il serait dans les patates. Et Popper était trop brillant pour ça. Donc, je pense qu'il faisait référence à la macroévolution en disant que c'est un programme métaphysique de recherche. Ce qu'il voulait dire, c'est que ça oriente l'ensemble de la recherche en biologie, ce qui, je pense, est exact. Alors, si on fait une première synthèse épistémologique, on peut dire que pour la science, l'évolution est un fait avéré sur le plan microévolutif, une induction légitime et fructueuse sur le plan macroévolutif et une très riche théorie explicative. Pour la philosophie, c'est une source fascinante de réflexion et de questionnement. Je vous en ai donné juste un petit aperçu, mais vous devinez évidemment que les philosophes ont approfondi beaucoup, beaucoup cette question de l'induction versus la déduction. Alors, une première conclusion touchant le débat avec les anti-évolutionnistes, c'est que la critique des partisans du dessin intelligent, qui dit que l'évolution est une simple croyance, est fausse. Et la deuxième critique est également fausse, on doit la rejeter,
c'est pas vrai que l'évolution n'est pas un fait. C'est un fait au niveau microévolutif. Et c'est pas vrai que c'est une simple théorie. Elle est appuyée sur une quantité innombrable de faits, même au niveau macroévolutif. Ce qui crée la confusion, selon moi, là, je peux me tromper, mais il y a beaucoup de chercheurs, je ne suis pas tout seul à penser ça, c'est que la microévolution et la macroévolution n'ont pas le même statut, même en théorie de l'évolution. Bon, je ne vais pas aller trop loin là-dedans parce que là aussi, il y a eu beaucoup de recherches très, très intéressantes, si vous avez le temps de lire là-dessus. Ce que disent les chercheurs, et je suis d'accord avec eux, c'est que la microévolution est observable, elle est praticable, c'est de la biologie de laboratoire, ça relève de ce qu'on appelle la génétique ou la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, tout le monde est familier avec ça depuis les années 50, depuis la découverte de la double hélice de l'ADN. Vous savez, si vous avez lu un petit peu, qu'il y a une série de vaccins présentement qui, au lieu de s'appuyer sur des adénovirus, s'appuient sur l'ARN messager. Donc, on utilise la biologie moléculaire actuellement pour concevoir certains des vaccins. Donc, c'est une biologie, c'est une partie de la biologie qui est expérimentale. La macroévolution n'est pas expérimentale. On peut la vérifier, on peut argumenter, on trouve des fossiles qui viennent confirmer, on essaie de les interpréter, mais c'est une sorte de récit. C'est l'histoire de la vie. Et à partir du moment où vous parlez d'histoire, vous parlez d'origine, vous parlez de commencement, vous parlez de transformation, vous parlez de développement, et donc, vous êtes dans le domaine de la science humaine. Science humaine, pas au sens de la paléontologie humaine, mais au sens où vous êtes dans le même domaine que l'histoire en général. Rappelez-vous de vos cours d'histoire au secondaire, au cégep ou à l'université, si vous en avez fait. On vous disait, l'histoire ne se répète jamais. Elle n'est pas reproductible. Un événement ne se reproduit jamais de la même façon. Ce qui veut dire qu'une des conditions absolument incontournables qu'on ait de la science, c'est-à-dire la possibilité de reproduire l'expérience en laboratoire, ne peut pas s'appliquer à la macroévolution. Alors, les scientifiques ont trouvé toutes sortes de façons très habiles de contourner ce problème-là, mais c'est quand même un problème. Donc, je pense que c'est ça qui crée la confusion, c'est que les partisans du dessin intelligent, les anti-évolutionnistes, ne sont pas assez sensibles aux différentes façons de faire la science, au niveau scientifique différent de la microévolution et de la macroévolution. Les deux sont légitimes, mais ce sont ce qu'on peut appeler des régimes théoriques différents. J'arrive à ma section 3, qui est la dernière. On va élargir le débat un petit peu. Est-ce que le dessin intelligent est une théorie scientifique? Évidemment pas, on va voir pourquoi, mais je pense que vous l'avez déjà deviné. Il y a une distinction à faire entre le naturalisme de la science et la croyance au dessin intelligent. C'est deux ordres de réalité complètement différents. L'imitation, le hasard, la lutte pour la vie, la sélection naturelle ou artificielle sont des mécanismes naturels. Et c'est une obligation pour un scientifique. Pour un scientifique, sur le plan méthodologique, il faut qu'il pratique une forme d'empirisme. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il se limite aux phénomènes ou aux explications naturelles. Parce que sans ça, il ne fait pas de la science. Or, le dessin intelligent fait appel au surnaturel, qui est une notion non observable, non prouvable, non falsifiable, et qui ne possède donc aucune des caractéristiques d'une hypothèse scientifique. Elle dépasse donc les causes naturelles. Et en pareil cas, on est obligé de l'assimiler à une croyance de nature religieuse. Ça n'en fait pas une croyance inacceptable, mais ça fait que c'est certainement pas une théorie scientifique, contrairement à ce que ses défenseurs prétendent. C'est très intéressant de regarder les extraits du jugement d'Over en 2005, parce que le juge qui avait bien fait ses devoirs est arrivé à cette conclusion. Regardez ce qu'il dit, c'est encore ma traduction. Après une analyse approfondie du dossier et de la juridiction pertinente, donc les jugements rendus antérieurement, nous constatons que même si les arguments du dessin intelligent pourraient être vrais, une proposition sur laquelle le cours ne se prononce pas, il y a bien raison de pas se prononcer sur les questions religieuses, le dessin intelligent n'est pas de la science. Il échoue sur 3 plans, chacun suffisant à le disqualifier comme scientifique. Donc, je vous en présente 2 tout de suite, je vous présenterai le 3e dans 5-6 minutes. Premièrement, le dessin intelligent viole les règles de base séculaires de la science en invoquant et en autorisant une causalité surnaturelle. Le dit que le dessin intelligent, c'est que Dieu intervient régulièrement dans l'évolution puis donne des petits coups de pouce pour qu'apparaisse la vie, l'être humain, les mammifères, les dinosaures, etc.
Troisièmement, j'ai sauté deux, j'en reviendrai tantôt, les attaques négatives du dessin intelligent contre la théorie de l'évolution ont été réfutées par la communauté scientifique. De plus, il importe de noter que le dessin intelligent n'a pas réussi à se faire accepter par la communauté scientifique. Il n'a pas donné lieu à des publications revues par les pairs, n'a pas fait l'objet de tests et de recherches. Le témoignage des experts montre que depuis la révolution scientifique du 16e et 17e siècle, la naissance de la science moderne, autrement dit, la science s'est limitée à la recherche de causes naturelles pour expliquer des phénomènes naturels. On devrait donc qualifier le dessin intelligent non pas de théorie, mais de doctrine. Ça simplifierait beaucoup les choses. Évidemment, ses partisans ne sont pas d'accord, mais il reste que, en toute logique, c'est ce qu'on devrait dire. C'est entre autres pour cette raison que la Cour de Pennsylvanie a rejeté son enseignement, le jugement Dover, dans les cours de sciences et de la qualifié de néo-création. Bon, ici, je vais aborder, pour introduire la dernière partie du philosophique, je vais aborder des questions très controversées sur lesquelles il y a beaucoup de discussions, surtout avec le jugement là, qui vient d'être rendu sur la loi 21 il y a 2 jours et qui est un peu incompréhensible. Quel est le statut de la croyance religieuse dans nos sociétés? La croyance religieuse est un droit garanti par la Charte des droits. C'est aussi une option personnelle tout à fait légitime, j'ai aucun problème avec ça. Et ce choix personnel peut prendre en considération les données scientifiques en les prolongeant au-delà de leur domaine d'application naturelle. Par exemple, ça lui a pris beaucoup de temps, il l'a combattu avec acharnement pendant plus d'un siècle, mais l'Église, en partie sous Jean-Paul II, qui avait un côté quand même assez progressiste, le pape Jean-Paul II, a fini par reconnaître que l'évolution, je cite, est plus qu'une hypothèse. Donc, c'est vraiment une théorie solide. Alors, l'Église a fini par accepter ça officiellement. Ça nous amène à poser quelques questions sociales et politiques difficiles. Est-ce qu'on a le droit de défendre sa religion? Bien sûr. C'est une question de liberté et de tolérance. Dans nos sociétés, chacun a la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de rituel même. A-t-on le droit de chercher à imposer sa religion? Ça, c'est une autre chose. Non, toujours pour les mêmes raisons, parce que les autres aussi ont la liberté de conscience et de religion, et il faut être tolérant. Il y a des gens qui sont athées. A-t-on le droit de défendre en privé une position antiscientifique? C'est pas une attitude idéale, selon moi, mais chacun a droit à ses opinions. En privé, dans votre maison, ou au centre d'achat. Je ne vois pas pourquoi on pourrait vous empêcher de défendre des positions obscurantistes. A-t-on le droit d'enseigner une position antiscientifique dans les classes de sciences d'une école publique? Une position anti-évolutionniste? Ça, c'est une autre paire de manches. Selon moi, non. Parce que cet obscurantisme-là ne peut pas être endossé par un État. Enseigner, c'est un acte public. Et il y a une obligation qui vient avec l'enseignement, avec une profession officielle, qui est la laïcité de l'enseignement, qui est garantie par la neutralité de l'État. C'est le sens du premier amendement aux États-Unis. C'est pour ça que les cours de justice ont toujours tranché dans ce sens-là, que les juges soient démocrates ou républicains. Évidemment, la situation est différente dans une école privée, que ce soit aux États-Unis, au Canada anglais, au Québec ou ailleurs en Occident. Ceux qui ont eu l'occasion de suivre un peu le débat là, sur la prière qui a été prononcée au Saguenay et qui ont vu que il y a eu un débat sur le programme d'éthique et culture religieuse. Il y a des écoles privées qui ont demandé d'être exemptées de ce programme et de pouvoir enseigner la doctrine catholique comme étant prioritaire dans leur programme. Et c'est allé en cours, c'est allé jusqu'en Cour suprême. Je pense qu'il y a même des membres de l'association humaniste qui sont impliqués là-dedans, si je ne me trompe pas. Et l'école Loyola, ici à Montréal, a gagné son point, malheureusement. Selon moi, elle n'aurait pas dû. Mais ça, c'est la Charte des droits. Et elle peut poursuivre un programme d'enseignement catholique et faire fi jusqu'à un certain point du programme éthique et culture religieuse qui est déjà extrêmement tolérant. Et elle a le droit, donc, d'enseigner dans les cours de l'école la doctrine catholique comme étant la seule véritable, ce qui, pour moi, est un anachronisme incroyable. A-t-on le droit de professer une position d'un autre ordre? Par exemple, la doctrine du dessin intelligent, à la limite comme croyance personnelle, par exemple, dans un cours d'éthique et culture religieuse? Oui. Mais selon moi, il vaudrait mieux s'abstenir si on est un enseignant, parce que c'est faire preuve d'une retenue professionnelle que de ne pas imposer son opinion à la jeunesse.
Alors, la première conclusion sur le dessin intelligent, c'est que la stratégie intellectuelle des défenseurs du dessin intelligent est volontairement ambiguë. Leur stratégie politique se porte à la défense de valeurs, la tolérance, la liberté de conscience, qui ne sont remises en cause par personne, sauf par certains d'entre eux, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, je me permets une petite citation de Michael Rose, qui a souvent témoigné dans les procès comme expert. C'est un philosophe très important aujourd'hui, c'est un philosophe de la biologie très intéressant. La science créationniste est de la religion déguisée en science, dans le but de s'introduire dans les classes de biologie. Et ça vaut aussi pour le dessin intelligent. Une autre question de fond soulevée par les défenseurs du dessin intelligent, j'ai parlé du débat entre microévolution et macroévolution et des problèmes théoriques que ça soulève. Il y en a beaucoup d'autres. Un de leurs préférés, les partisans du dessin intelligent, c'est la complexité héréditaire. Donc, je vais prendre 5 minutes pour discuter de ça un petit peu. Je vois qu'il y a une main levée de M. Michel Pion. Est-ce que je dois prendre les questions tout de suite ou on attend après la... Ah, après, OK, d'accord. Alors, ils prétendent qu'il y a des réalités organiques qui sont trop complexes pour être explicables par la théorie de l'évolution. Par exemple, l'existence de l'ADN et de sa structure extrêmement complexe en double hélice avec les séquences de nucléotides, etc. L'existence de l'œil humain, l'existence du cerveau humain, etc. Et c'est un de leurs principaux arguments pour défendre l'idée que Dieu a dû intervenir dans l'évolution à certains moments pour combler ces vides. Ce qui a fait dire aux critiques du dessin intelligent que c'était un Dieu qui bouchait les trous, un God of the gaps, qui est une formule qui est très dure, mais qui est assez juste si on regarde ce qu'il fait. Alors, est-ce que c'est vrai que la théorie de l'évolution ne peut pas expliquer ces organisations extrêmement complexes? Évidemment, non. Et la troisième remarque intéressante que j'avais mis de côté tout à l'heure, c'est intéressant de voir ce que le juge a dit là-dessus. L'argument de la complexité héréditaire, qui est central au dessin intelligent, emploie le même dualisme artificiel, défectueux et illogique qui avait ruiné la science créationniste dans les années 80, en prétendant que cette complexité est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas explicable par la science. On fait une erreur, dit le juge. Parce que les experts ont montré qu'elle l'était. Alors, comment l'est-elle? C'est la dernière question philosophique que je vais aborder avec vous. Après ça, ça va être le temps de conclure. Mais elle est explicable par les lois de la nature et le rôle du hasard. On sait que les lois de la nature seules donnent un ordre qui est relativement immuable et que le hasard seul donne un chaos qui est plus ou moins complet. Et il y a toute une théorie du chaos maintenant en mathématiques qui a été initiée par M. Lorentz dans les années 60, qui travaillait en climatologie avec son fameux ordinateur, le Royal Navy, et qui a montré donc que ça obéissait à certaines règles qui sont assez étranges. D'ailleurs, un élément très, très important dans cette théorie qui s'appelle l'attracteur étrange, que je ne peux pas l'expliquer, mais tout ça pour montrer qu'il existe maintenant une théorie mathématique du hasard et du chaos. C'est la combinaison des lois de la nature et du hasard qui donne des structures, des lois de la nature et de la nouveauté, le hasard. Et le résultat de la combinaison de ces deux grands principes, c'est les transformations de la matière et l'évolution de la vie. Je vais prendre un exemple très, très banal pour commencer, puis après ça, on appliquera ça à l'évolution, qui est complexe un peu. Les flocons de neige, une merveille de la nature. Donc, il y a une diversité infinie d'une très grande complexité. On dit que jamais deux flocons pareils, je ne sais pas si c'est vrai. Apparemment, oui. C'est une simple combinaison du hasard et des lois de la nature. La loi, c'est une structure hexagonale qui est récurrente, toujours 6 branches. C'est un cristal. Et le hasard, c'est que les dessins sont brillants, sont toujours nouveaux. Ça dépend de plein de petits facteurs qui ont été étudiés par... Le premier qui a étudié ça, c'est un scientifique très célèbre, c'est Kepler, au XVIe siècle. Il a fait ça pour s'amuser. Vous voyez, c'est absolument magnifique, c'est très complexe. Et là-dedans, il n'y a pas de dessin intelligent. Alors, si on applique ces principes à l'évolution en général, ça donne quoi? Il y a des mécanismes de l'évolution, puis il y a un rôle du hasard. L'évolution, c'est le résultat de l'action combinée du hasard et de certaines de ces lois naturelles, ces mécanismes, l'hérédité, la génétique des populations, la sélection naturelle, etc.
Et dans la théorie classique évolutionniste, le hasard intervient à 3 endroits. Alors, je les rappelle rapidement là, pour les fins de la discussion tout à l'heure. Les mutations, à l'époque, on disait les variations, avant qu'on découvre la génétique. Darwin parlait de variations. Aujourd'hui, on dit les mutations. Les mutations apparaissent au hasard. Deuxièmement, l'environnement se modifie au hasard. Il peut y avoir une éruption volcanique, il peut y avoir une inondation qui va créer un bras de mer, qui va isoler une île, etc. Donc, c'est le hasard. Il peut y avoir la chute d'une météorite, comme celle qui a fait disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années. Alors, ça, c'est le hasard. Et c'est par hasard que la mutation apparue au hasard est bien adaptée à l'environnement qui s'est modifié au hasard. Donc, le hasard intervient à 3 niveaux très précis: l'origine des mutations, transformation de l'environnement et adaptation de cette mutation à l'environnement. Donc, le hasard est très, très important dans la théorie de l'évolution. Est-ce que l'évolution a une direction prédéterminée, une orientation prédéfinie? Pour la science, non. Il ne peut pas y avoir de but, c'est nécessairement un processus aveugle. Et ça dérange beaucoup de gens, d'accepter ça. C'est pas facile à accepter. Et quel est le motif de cette position scientifique? C'est que sur le plan méthodologique, la science a toujours exclu les causes suivantes. Depuis la révolution scientifique, elle se limite aux causes matérielles, par exemple les éléments de leur combinaison en chimie ou en physique, des causes formelles, par exemple les mathématiques, ou des causes efficientes. J'emploie volontairement le langage aristotélicien, donc on a utilisé pendant 2 siècles. Et les causes efficientes, c'est les forces. Exemple, en physique, il y a 4 forces fondamentales: la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction faible, l'interaction forte. Et ces 4 forces fondamentales sont la cause efficiente de la plupart des phénomènes tels qu'on les connaît. C'est le sens, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, c'est le sens du principe de raison suffisante qui avait été posé par Descartes et Leibniz et par bien d'autres philosophes, et qui a été une des bases philosophiques de la science moderne. La science ne peut donc poser une finalité en évolution. Lamarck avait préconisé une sorte de force interne qui faisait que l'animal avait tendance à se développer dans une direction déterminée et à s'adapter à son environnement d'une manière qui n'était pas due au hasard. Et Darwin a corrigé Lamarck sur ce point-là. Donc, biologiquement parlant, l'évolution ne peut pas être un finaliste. Alors, comment il faut comprendre l'histoire évolutive du point de vue scientifique? Si ce n'est pas un finaliste, si on exclut les causes finales, bien, elle montre une logique. Elle utilise des mécanismes identifiables, les mutations, la sélection naturelle, sélection artificielle, dérives génétiques, etc. Elle présente en outre un schéma général décelable, une augmentation non linéaire de la convexité du vivant depuis 3 500 millions, qui lui donne l'apparence d'un progrès, mais elle n'a pas de signification globale. L'évolution est dénuée de sens en elle-même pour un scientifique. Ça veut dire qu'il y a un ordre naturel, il n'y a pas de dessin avec un E, il n'y a pas de plan d'ensemble de la nature. Il y a beaucoup de scientifiques au XXe siècle qui ont dépassé ça et qui ont fait de l'évolution un finaliste, et qui ont même vu un progrès dans l'évolution. Ils ont donc dépassé les limites de la science. Michael Ruse dit qu'ils ont adopté une religion séculière. Et il y a là des scientifiques très, très célèbres. Hein? Julian Huxley, c'est pas un déclic, c'était le petit-fils de Thomas Huxley, celui qui avait défendu Darwin, on l'appelait le bulldog de Darwin, et c'est le fondateur de l'UNESCO, le premier directeur de l'UNESCO. C'est le fondateur du transhumanisme, un mouvement très actuel, et il disait que l'évolution marquait un progrès. Francisco Ayala aussi, Conrad Wellington aussi, les grands biologistes du XXe siècle. Et ils étaient dans l'erreur, au sens où, les plans scientifiques, on ne peut pas dire ça. Donc, ils ne parlaient pas comme scientifiques. Ils devenaient des philosophes populaires quand ils disaient ça. Ou même des croyants. D'où vient cette impression de progrès évolutif? Si la science est neutre, et si l'évolution n'a pas de sens en soi, parce que ça peut être une finalité, je pense que c'est lié à la notion d'adaptation. Quand on voit que les organismes s'adaptent à leur environnement, ou les communautés en génétique des populations, les petites populations ou les grandes populations, on dit, ils ont réussi à s'adapter, donc c'est comme s'ils étaient destinés à s'adapter. Comme si
on plaquait là-dessus une notion de finalité. Mais ça, c'est notre besoin anthropomorphique de sens qui fait ça. Mais dans l'évolution, il n'y a pas ça. Je rappelle que c'est par hasard qu'une mutation est adaptée à un environnement. Darwin donnait un exemple très, très frappant de ça. Il disait, écoutez, il prenait l'exemple des pinsons des Galapagos, là, qui a été un point tournant dans sa vie. Il disait, même bec, un gros bec très fort, il va être très bien adapté dans un environnement où l'oiseau doit casser des graines pour survivre. Et il va être mésadapté dans un environnement où il doit être insectivore pour aller chercher des insectes en dessous de l'écorce des arbres. En dessous de l'écorce des arbres, ça prend un bec long. Alors là, l'oiseau au bec fort va être mésadapté. Il ne survivra pas. Mais si son alimentation fait de casser des graines, plus son bec est fort, plus il va survivre. Donc, l'adaptation, c'est pas un absolu. Je répète, ça dépend de l'environnement qui se modifie au hasard. Donc, je pense que c'est cette notion d'adaptation qui est centrale dans l'évolution, qui donne l'impression d'un progrès évolutif ou d'une finalité. Je ne peux pas me tromper là-dessus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques pour lutter contre cette notion de finalité qui parle de bricolage évolutif. Je me rappelle, j'avais lu un texte il y a quelques années où un scientifique donnait les 23 exemples d'organes inutiles dans le corps humain qui ont été bricolés par l'évolution. Un des exemples, que Cyril, qui est un des auditeurs, j'ai vu tantôt son nom, qui est un de nos bons biologistes au Québec, qui a écrit des ouvrages très intéressants, Cyril Barret. Il donne l'exemple du menton humain, qui est effectivement quelque chose de totalement inutile, qui est ce qu'on appelle une exaptation, et qui est du bricolage. Alors, ce qui vaut pour l'évolution en général, vaut-il pour l'homme en particulier? Oui, bien sûr. Mais il y a un problème fondamental, c'est la spécificité de l'homme en tant qu'espèce, et l'unicité de chaque être humain en tant que personne. Ils ne sont pas entièrement explicables par la théorie de l'évolution. Darwin disait, c'est très, très important, l'homme est un animal, comme les autres, mais il faut bien reconnaître qu'il est spécial. C'est le seul qui a un langage symbolique très développé, c'est le seul qui a développé des théories économiques, c'est le seul qui a développé la science, c'est le seul qui a des religions complexes. Mais il disait, il ne faut jamais oublier que ces choses-là apparaissent dans une pré-culture animale et que l'homme se distingue des autres animaux, non pas qualitativement, donc par sa nature, parce qu'il a la même nature que les autres animaux, il s'en distingue quantitativement, c'est-à-dire c'est une question de degré. Ce que font les animaux supérieurs, entre guillemets, l'homme le fait mieux, de manière plus complexe, plus développée. Mais ce n'est pas une différence de nature, parce que l'homme demeure un animal, même s'il est spécial. Si l'évolution s'applique à l'homme, rappelez-vous qu'elle n'a pas de finalité, donc il n'était pas prévisible qu'elle mène à son apparition. Nous aurions pu ne pas exister. Pardon. Si la météorite n'avait pas détruit les dinosaures il y a 65 millions d'années, dans le fameux cratère de Chicxulub, là, ou dans le golfe du Mexique, eh bien, les dinosaures ne seraient pas disparus, ils régnaient sur la Terre depuis 160 millions d'années, les mammifères ne se seraient pas développés, et ils n'auraient pas abouti au grand singe, et ensuite à nos cousins, donc, et à l'être humain. L'origine de l'homme est donc naturelle. Il est issu d'un animal antérieur, le singe, entre guillemets, et il demeure en partie un animal, en bonne partie un animal. On dit le singe, entre guillemets, parce qu'évidemment, l'homme ne vient pas du singe. S'il venait du singe, il n'y aurait plus de singe. L'homme et le singe viennent d'un ancêtre commun. Alors, conclusion scientifique, d'un point de vue biologique, l'homme n'est pas le sommet de l'évolution. Pourquoi? Il n'y a pas de sommet en évolution. Puis le résultat de l'évolution est contingent. Donc, il ne peut pas être un sommet qui était prévu par l'évolution. Et c'est ça que les partisans du dessin intelligent ont beaucoup de difficultés à accepter. Il faut donc lutter contre notre anthropocentrisme, et c'est très difficile à accepter pour notre vanité humaine. Comme disait Freud, il appelait ça la deuxième blessure narcissique. Il y a un petit texte magnifique qui s'appelle Les difficultés de la psychanalyse. La première blessure narcissique, le premier coup porté à notre orgueil en tant qu'espèce humaine, c'était Copernic qui nous a dit qu'on n'était pas le centre de l'univers, que la Terre tournait autour du Soleil comme les autres planètes. Et le deuxième coup, ça a été Darwin qui nous a dit que tu n'es pas une création spéciale, que tu es un animal, et tu n'es pas le sommet de l'évolution parce qu'il n'y a pas de sommet, que l'évolution n'a pas de vie. C'est très difficile à accepter. Peut-on quand même donner un sens à l'évolution? Est-ce que la nature pourrait, par exemple, manifester la présence d'une orientation, d'une direction vers des dessins intelligents
Pour la science, bien sûr que non. Et toutes les tentatives pour donner un but scientifique à l'évolution ont mené à des idéologies pernicieuses, le darwinisme social, l'élitisme, le sexisme, qui prétendaient avoir des bases scientifiques dangereuses, l'eugénisme, qui est fondé par le cousin de Darwin, Francis Galton, ou même mortel, comme le racisme criminel du nazisme, prétendait s'appuyer sur la théorie de Darwin, la lutte pour la vie entre les races. Vraiment, c'était toute une mauvaise interprétation, mais c'était quand même le prétendu prolongement de la théorie de l'évolution. Alors, une pensée religieuse peut donner un sens global à l'évolution, mais c'est une doctrine qui est d'un autre ordre, une croyance. Avec le dessin intelligent, les créationnistes voudraient dépasser les causalités matérielles, formelles et efficientes dont on a parlé tantôt et introduire une finalité, mais c'est jamais utilisé ensemble. Et je pense que le dessin intelligent, qui associe un mécanisme naturel et une orientation à Dieu, est un retour à l'ancienne théologie naturelle du XVIIe et XVIIIe siècle. Et c'est même probablement aussi une nouvelle forme de providence parce que Dieu intervient à tout moment dans l'évolution pour la diriger vers l'être humain. Est-ce qu'on peut envisager une histoire évolutive dans son ensemble sans faire appel ni au dessin intelligent ni à la finalité? Oui, mais pas pour un scientifique. Pour Bergson, non, parce que la position doit être liée au caractère imprévisible de la vie elle-même. Bergson disait il y a un élan vital, il y a une sorte de téléologie interne aux êtres vivants et qui permet, sans que ce soit prévisible, de donner un sens à l'évolution. Pour Teilhard, c'est la même chose, il est inspiré par Bergson. Vous connaissez sa théorie du Christ Oméga qui attire l'ensemble de la création de toutes les origines, de toute l'évolution va vers ça. Alors eux, ils ont donné un sens à l'évolution, mais c'est pas évidemment scientifique. La philosophie pourra aussi donner un sens à l'évolution, mais à un niveau rationnel, par exemple en s'appuyant sur les notions de sélection artificielle, ou encore en fixant un but social ou culturel à l'évolution. Alors, avant de conclure, faire une question finale, 3 petites questions pour alimenter le débat. Dans quelle mesure l'évolution au sens biologique s'applique-t-elle encore à l'homme actuel? C'est sûr qu'elle s'applique encore, mais dans quelle mesure? Grosse question. Les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus. Si l'homme évolue encore, n'est-ce pas surtout, mais pas exclusivement, sur les plans culturels et sociaux? Et la culture peut-elle être considérée comme le dernier mot de l'évolution humaine? 3 grosses questions philosophiques sur lesquelles il n'y a aucun accord parmi les scientifiques ou les philosophes. Alors, en synthèse du débat et en conclusion générale, je pense qu'il faut faire une distinction claire entre la théorie de l'évolution, ses mécanismes, et une croyance comme le dessin intelligent. On ne doit pas enseigner la croyance au dessin intelligent dans les classes de sciences des écoles publiques. On peut professer la croyance au dessin intelligent dans un cours d'éthique et de culture religieuse, mais c'est pas recommandé parce que, à mon avis, c'est un manque de professionnalisme. Et on peut discuter le débat que je viens de vous présenter dans les cours de philosophie. C'est très, très instructif. 2 questions controversées avant de terminer. L'esprit critique. Doit-il exclure le fondamentalisme religieux? Oui. Mais seulement dans la mesure où il s'exprime publiquement, présente une attitude anti-scientifique et se lie à du prosélytisme. S'il demeure dans la sphère privée, on ne peut rien en dire. Est-ce que la science peut exclure la religion? Ça, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas d'accord avec ça, mais selon moi, non. Et penser le contraire relève du scientisme. Donc là, je vais probablement heurter certaines personnes, mais selon moi, la science et la religion, c'est 2 ordres de réalité complètement différents et ils ne se rencontrent pas. Et la science ne peut pas exclure la religion et la religion ne peut pas exclure la science. Question finale. Est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir un apaisement, une sorte de coexistence pacifique entre la science et la religion? Je voudrais vous dire non, mais je pense que... Je voudrais vous dire oui, mais je pense que c'est non, malheureusement. Stephen Jay Gould préconisait ce qu'il appelait le noma. Il dit, on serait beaucoup plus en paix si les scientifiques ne se mêlaient pas de religion et si les religieux ne se mêlaient pas de science. Il appelait ça le noma, le non-overlapping magisteries, le non-recouvrement des magistères scientifiques et religieux. Mais malheureusement, je crois que ça va continuer à ne pas faire le poids devant les positions radicales. Et les positions radicales, malheureusement, elles sont celles de certains scientifiques. Je pense à quelqu'un comme Dawkins, qui est un
darwinien, ou au philosophe Dennett des États-Unis, qui est un radical aussi, ou du côté des partisans du dessin intelligent, vous avez vu, malgré des jugements successifs de cours, ils ne veulent pas des armées, ils ne veulent pas en démordre, et ils reviennent toujours à la charge. On a l'impression d'un combat sans fin. Alors, tant qu'il va y avoir un radicalisme, soit religieux, soit scientifique, je pense qu'on s'en sortira en fait. Et malheureusement, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Alors, je vous laisse une petite réflexion pour la route, et je termine avec ça. C'est Michael Rose, encore une fois, que je trouve brillant. Les humains pourraient n'être pas les organismes les plus importants, cependant, ils sont certes les plus intéressants, du moins pour moi. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué, que pas trop technique, mais j'ai essayé de faire le tour d'une série de problèmes. Je suis très